L'Assemblée va écouter l'allocution de Son Excellence Sylvanie Burton, présidente du Commonwealth de Dominique. Je prie le protocole de bien vouloir escorter Son Excellence et l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Madam President, Madame la Présidente, Mabrika, je vous salue dans la langue du peuple Kalinago, mon peuple, les premiers peuples des Caraïbes, dont je suis fière d'être la descendante. Je vous salue chaleureusement au nom des citoyens de l'île de la nature des Caraïbes et patrie de la médaillée d'or olympique Théa Lafongatson, le Commonwealth de Dominique. C'est un véritable honneur que de m'exprimer face à cette auguste assemblée en ma qualité de première femme présidente du Commonwealth de la Dominique et en tant que première présidente d'origine autochtone. Madame la Présidente, notre organisation est née de la nécessité de garantir le dialogue et la coopération entre les membres pour éviter les conflits internationaux. Au fil du temps, toutefois, notre interprétation de la contribution humaine à la consolidation de la paix et notre interprétation de la civilisation ont évolué au point où la coopération permet d'améliorer les conditions humaines et c'est là le centre de notre travail. Madame la Présidente, les progrès dans bien des secteurs sont inégaux. Des mesures sont nécessaires pour nous assurer que les plus vulnérables parmi nous, à savoir les femmes, les garçons, les filles, les personnes en difficulté physique ou les personnes âgées, sortent de l'ombre de la négligence et se trouvent sous la lumière de l'opportunité. En fait, même si nous sommes une petite nation qui relève les défis de la croissance et du développement, nous voulons être solidaires avec nos frères et nous sommes convaincus que personne, quelle que soit l'origine, la race, l'origine ethnique, le genre ou la religion, ne devrait être laissé pour compte dans nos efforts de développement. Pour ne laisser personne pour compte dans notre quête d'un avenir résilient et durable, nous devons faire le choix du multilatéralisme pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés. Madame la Présidente, malgré les ressources allouées au programme à l'horizon 2030 et la publicité qui lui a été faite, nous sommes loin de pouvoir atteindre les objectifs escomptés. C'est très préoccupant. Le rapport sur les progrès en matière d'ODD en 2024 nous indique que nous sommes loin d'avoir progressé. Et je cite, « La moitié des 17 cibles font montre de progrès faibles ou modérés, alors qu'un tiers sont à l'arrêt ou reculent. » Nous avons donc l'espoir, en tant que gouvernement et membre de la CARICOM et membre de la famille des nations, nous espérons donc que nous allons nous réengager en faveur des ODD et que nous allons reconnaître que nos civilisations prennent soin les unes des autres, font le choix du progrès et que nos capacités scientifiques et diplomatiques seront utilisées pour garantir le bien-être des générations d'aujourd'hui et de demain. Madame la Présidente, en dépit de l'adoption de l'ODD 3 sur la santé et le bien-être,
Le fardeau des maladies non transmissibles est un fardeau croissant et une urgence qui nécessite l'action de tous les dirigeants du monde. L'OMS a indiqué que les maladies non transmissibles telles que les maladies cardiovasculaires, le diabète, l'hypertension, les cancers ou les maladies respiratoires chroniques sont responsables de 75% des décès à travers le monde. Ces maladies coupent non seulement des vies dans leur élan, mais hypothèquent l'avenir de nos sociétés, de nos économies et de nos objectifs communs en matière de développement. La lutte contre les maladies non transmissibles est une lutte qu'aucune nation, particulièrement qu'une nation petite comme la nôtre, ne peut mener seule. Nous devons pouvoir compter sur un leadership robuste, sur de nouvelles stratégies et la collaboration à tous les niveaux. Dans mon pays, nous avons grandement progressé afin d'améliorer nos systèmes de soins de santé pour répondre aux besoins de ceux qui vivent avec ces maladies non transmissibles ou qui risquent de les contracter. J'ai pu faire part de notre point de vue et des actions prises sur la question avec le groupe mondial des chefs d'État et de gouvernement sur la prévention et le contrôle des maladies non transmissibles à l'occasion de la 3e réunion de la sorte qui s'est tenue ici hier. La Dominique est fière de participer à ces efforts. Nous nous engageons à coopérer avec nos partenaires internationaux. Nous nous engageons à partager nos connaissances, nos ressources et nos pratiques optimales dans la lutte contre les maladies non transmissibles. Madame la Présidente, nous sommes à un moment tournant de notre histoire. Les changements climatiques, nous le savons, ne sont pas simplement un enjeu environnemental. C'est une menace existentielle. Pour la Dominique, et comme pour bien d'autres petits États insulaires en développement, ce n'est pas un problème distant ou abstrait, c'est notre quotidien. Nous l'avons dit à maintes reprises, nous le constatons de nos propres yeux, d'année en année. Nous voyons nos communautés en première ligne, confrontées à des ouragans qui s'intensifient, à des inondations dévastatrices et des sécheresses qui se prolongent. Nous n'avons pas oublié les dévastations que nous avons subies en 2015 avec la tempête tropicale Erika qui a réduit à néant 96% de notre PIB. Nous n'oublions pas non plus l'ouragan meurtrier Maria de 2007 qui a détruit plus de 225% de notre PIB en quelques heures seulement. Quelques heures seulement. Voilà pourquoi, cette année, nous avons regardé avec douleur l'ouragan Beryl ravager Saint-Vincent et les Grenadines, la Grenade, la Barbade et la Jamaïque. Madame la Présidente, ces phénomènes tragiques nous poussent à dire que nous devons passer de la parole aux actes. Nous ne pouvons pas agir comme par le passé. Nous devons adopter des mesures urgentes, ambitieuses et déterminées afin de limiter le réchauffement mondial à 1,5 degré Celsius, tel que le préconise la science. Mais pour y parvenir, nous devons réduire nos émissions. Nous devons faire des engagements financiers audacieux, construire des infrastructures résilientes dans les régions particulièrement vulnérables au changement climatique. Il s'agit d'un impératif moral, d'une question d'urgence et de justice climatique. C'est notre avenir qui dépend des décisions que nous allons prendre dans cette salle. Excellence. Notre assemblée se rassemble alors que le Commonwealth de la Dominique et le reste des Caraïbes se tournent vers l'Est et vers les tempêtes et ouragans qui naissent dans l'Atlantique. Il est indubitable que les changements climatiques ont bel et bien lieu. Nous le voyons, nous en ressentons les effets dévastateurs au quotidien.
Les mises en garde des scientifiques climatiques au sujet du réchauffement climatique et de l'augmentation de la fréquence et de la gravité des tempêtes se sont confirmées. Le gouvernement et la population de la Dominique sont solidaires avec nos pays frères de la CARICOM et d'autres touchés par cette tempête. La Dominique, avec d'autres pays des Caraïbes, a donné la priorité aux stratégies d'adaptation climatique. Nous avons investi dans des infrastructures et une agriculture résiliente. Nous avons investi dans l'éducation et l'énergie renouvelable. Malgré tout, et quelles que soient nos interventions, elles ne seront pas efficaces tant que nos amis et partenaires du monde industrialisés n'honoreront pas leurs engagements à réduire le réchauffement climatique et à fournir les financements requis pour nous permettre à nous, États peu responsables d'émissions, de devenir résilients. Nous saisissons donc cette occasion pour rappeler les promesses que nous avons faites en adoptant le protocole de Kyoto, l'accord de Paris, à l'occasion du sommet pour l'action climatique ou dans le cadre du Fonds vert pour le climat. Nous devons honorer ces promesses dans l'intérêt de la communauté internationale. Le Premier ministre et le docteur Roosevelt Skerrit a tiré la sonnette d'alarme à chaque fois qu'il le pouvait. À nouveau, nous tirons cette sonnette d'alarme. Les pays grands émetteurs doivent reconnaître leurs responsabilités, la nature nocive de leurs pratiques et faire le choix noble. Nous ne baisserons pas les bras tant qu'ils ne l'auront pas fait. Madame la Présidente, notre monde est à un carrefour de son histoire. Aujourd'hui, plus que jamais, c'est le leadership qui est déterminant à tous les niveaux. Ma délégation estime que les principes fondamentaux de la charte de l'ONU doivent être respectés par chaque État. Madame la Présidente, cela ne me réjouit pas, mais en ces temps difficiles, nous devons être francs. Madame la Présidente, l'hypocrisie règne sur cette enceinte, alors que ce qui est juste peut être erroné ou ce qui est injuste peut devenir juste selon l'État membre concerné. Cette pratique de la loi du plus fort doit cesser. Madame la Présidente, ma délégation est vivement préoccupée par les conflits qui font rage, tout particulièrement en Ukraine, au Moyen-Orient et au Soudan, entre autres. Nous reconnaissons le rôle central de la paix pour le développement humain. Nous sommes convaincus que la guerre n'a pas sa place parmi nous. Voilà pourquoi nous appelons à appuyer les entités chargées de la promotion de la paix et de la réconciliation au Moyen-Orient, en Ukraine et au Soudan. Quelques exemples seulement de régions où la guerre anéantit les acquis en matière de développement humain obtenus de haute lutte. Ces vies innocentes perdues, plus particulièrement parmi les plus vulnérables, à savoir les femmes et les enfants, constituent une source de vive préoccupation. Il n'y a jamais de vainqueur à ces conflits. Et si nous devons tirer un enseignement de l'histoire, c'est le coût immense de la reconstruction après ces conflits inhumains. C'est pourquoi, tant que ces conflits perdureront, nous n'aurons de cesse d'appeler à la fin de ces conflits qui ont coûté la vie à tant d'innocents. Madame la Présidente, nous sommes solidaires avec la population de Haïti et avec les autres États membres de la CARICOM. Nous rappelons que cette crise que traverse notre pays frère ne remet pas en cause le droit de sa population à voir sa souveraineté et
son droit à une paix juste et durable remis en question. Le gouvernement de la Dominique est convaincu que les difficultés que rencontre cette nation sœur sont liées à la contribution remarquable que Haïti a faite dans notre quête de justice et de liberté dans la région et dans le monde. L'Assemblée telle que nous la connaissons n'existerait pas sans les luttes héroïques de la population haïtienne. C'est pourquoi la crise en Haïti n'est pas une simple crise pour les Caraïbes. Même si tous les États des Caraïbes reconnaissent l'importance d'y trouver une solution. Ma délégation appuie donc la position de la Caraïbe sur la situation en Haïti. Nous appelons donc à un processus de transition mené par et pour les Haïtiens afin d'apporter les changements requis à notre État frère de la CARICOM. Il est grand temps d'agir. Les sacrifices héroïques de Haïti qui ont ouvert la voie à la libération de bien de nos pays nous permettent aujourd'hui à nous, membres de cette Assemblée, de jouir de la paix et de la prospérité. Et c'est ce que mérite cette population haïtienne. C'est dans cet esprit que nous saluons la prise de fonction du gouvernement par intérim sous la houlette du docteur Gary Coney. Nous saluons également la prestation de serment du nouveau cabinet des ministres le 12 juin. Ce processus de normalisation pour Haïti est un processus qui paraît inatteignable. Toutefois, avec l'appui de la communauté internationale, nous avons une lueur d'espoir, l'espoir d'un nouveau jour. Et nous faisons montre d'optimisme. Nous espérons qu'un jour les citoyens d'Haïti pourront vivre, travailler et se sentir en paix en Haïti, ce qu'ils méritent absolument. Madame la Présidente, cette lueur d'espoir ne serait pas possible sans l'appui stratégique du Kenya et de ses volontaires qui ont changé la donne pour rétablir la sécurité. La population kenyane est solidaire avec la lutte en faveur de la paix et de la prospérité que mène la population haïtienne. C'est tout naturel parce que c'est là que résonnent nos liens historiques et ancestraux qui nous ont aussi poussés à lutter pour notre libération. C'est pourquoi nous remercions le gouvernement et le peuple du Kenya pour leurs efforts remarquables. Nous remercions également les États-Unis d'Amérique et le Canada pour l'appui généreux apporté aux efforts de stabilisation d'Haïti. Nous remercions également les autres États qui ont promis d'appuyer Haïti sur la voie de la restauration de conditions propices à la paix et au développement. Nous saluons également ceux qui ont fait des contributions à ces efforts et nous exhortons les États membres qui ont promis un appui financier à honorer ces promesses afin que l'on puisse combler les lacunes humanitaires et régler la crise alimentaire. La population haïtienne est une population héroïque et résiliente. Elle mérite mieux. Nous sommes donc fermement convaincus que nous, communauté internationale, avons la responsabilité de nous assurer de garantir des conditions de vie dignes de l'humanité et de la population haïtienne. Madame la Présidente, nous nous engageons à plaider en faveur de l'unité, de la justice, de la paix et du développement durable. Nous continuons donc d'appeler à la levée de l'embargo économique imposé à Cuba. Cet embargo nuit à la population de Cuba ainsi qu'à l'image
et la réputation de ses garants. L'embargo commercial imposé à nos frères et nos sœurs de Cuba est une véritable source de préoccupation pour nous dans les Caraïbes. Il est de plus en plus urgent de lever cet embargo. Voilà pourquoi le Commonwealth de la Dominique se fait l'écho de la majorité écrasante des membres de cette organisation et appelle à la levée des restrictions commerciales et des interdictions à l'exportation dont souffre la population cubaine. Ces mesures ne sont pas justifiées et sont injustifiables. Elles sont anachroniques et ne devraient plus exister. Ces restrictions, selon nous, s'inscrivent dans notre longue histoire de lutte pour notre libération. C'est pour cela que le gouvernement de la Dominique appelle à réexaminer ces mesures. Madame la Présidente, étant donné que nous plaidons en faveur du respect des normes de souveraineté et de la non-ingérence dans les affaires de l'État, nous appelons donc au droit pour le gouvernement et le peuple du Venezuela à régler les difficultés internes sans ingérence de l'extérieur. Nous condamnons à nouveau l'adoption de sanctions par les États-Unis contre le Venezuela. Les difficultés que ces mesures entraînent pour la population du Venezuela doivent cesser. Madame la Présidente, en guise de conclusion, ma délégation est fière de quitter cette auguste assemblée en faisant ce don à tous. Mes ancêtres, le peuple Kalinago, vivait en harmonie avec la nature, comptait sur la nature pour son alimentation, son bien-être, y compris pour sa santé. Il y a bien des avantages à vivre en harmonie avec la nature. Les effets de mon peuple sur l'environnement étaient minimes. Ils vivaient des vies longues et actives, sans maladies chroniques. Mes ancêtres vivaient une vie en communauté, caractérisée par la cohésion sociale. Nous recommandons donc ce mode de vie du peuple Kalinago à cette auguste assemblée. Madame la Présidente, je vous souhaite, à vous ainsi qu'à toutes les délégations participant à cette 9e session, plein succès. Comme on le dit dans la langue du peuple Kalinago, Ayohora, Ayohora, merci. Je vous remercie de votre attention. On behalf of the Au nom de l'Assemblée, je tiens à remercier la présidente du Commonwealth de la Dominique.